Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute Garage. Dans ce Planète électrique, nous allons plonger dans le réseau de recharge du point de vue du concepteur de bornes, mais aussi de celui des opérateurs. Et croyez-moi, il y a de l'arrachage de cheveux en vue. Nous allons donc voir l'envers du décor pour nous faire une idée des raisons qui font payer parfois très cher l'utilisateur et énervent parfois lors des grands chassés-croisés de vacances. Si ça te plaît, mets un pouce et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi, ce serait dommage de rater les prochains épisodes. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Pour commencer cette vidéo, finalement, j'avais quelque chose à vous ajouter. Ce que vous allez voir maintenant dans cette vidéo, c'est ce que je vais appeler la station de recharge 1.0. À savoir, c'est la manière traditionnelle de faire une borne de recharge. J'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs personnes entre-temps, et une en particulier qui se reconnaîtra, avec qui on a eu une super discussion. Et en fait, les stratégies de recharge sont en train de changer pour certains fabricants de bornes et certains opérateurs. Aujourd'hui, grâce à l'IA et grâce à l'informatisation, on va pouvoir optimiser les stations au-delà de ce qui était possible auparavant. Et ça, je vous le réserve pour une prochaine vidéo qui s'appellera « Les stations de recharge 2.0 ». Voilà, donc sachez que cette vidéo est la première finalement d'une série où on verra effectivement que même dans le domaine de la recharge, on a également des technologies qui sont super intéressantes qui vont arriver dans l'avenir. Voilà, c'est parti, bonne vidéo. La charge rapide, c'est le point de blocage de pas mal d'utilisateurs de voitures électriques, en tout cas au moment de leur adoption. Et franchement, on les comprend. Entre les incivilités sur les stations de recharge, la fiabilité parfois aléatoire des bornes et des performances de recharge aléatoires en fonction des réseaux et des modèles de voitures, pas facile de s'y retrouver. J'ai donc pris mon courage à deux mains et j'ai fait pas mal de recherches pour comprendre comment fonctionne un réseau de recharge et surtout comment on met en parallèle les usages, la technique et le business model. En revanche, je vais pas mal simplifier les choses pour vous donner une bonne idée de la problématique que rencontrent les acteurs du secteur. Et je vais vous montrer que parfois mieux, c'est pas mieux pour vous. On va commencer par le business model d'une station de recharge qui détermine tous les choix qui seront faits jusqu'à la mise en service des bornes. Lorsqu'un investisseur désire mettre en place une station de recharge, il doit en premier lieu commencer par évaluer les besoins. En fonction de l'emplacement, les contraintes et exigences sont forcément complètement différentes. Pour que ce soit plus parlant, nous allons mettre en place trois situations fictives. La première est la plus simple à gérer. Imaginez un constructeur automobile qui réalise son propre réseau de recharge. Celui-ci est réservé à ses modèles. J'en ai entendu là au fond. Oui, on parle bien du réseau de superchargeurs Tesla. Le constructeur a une vue claire de ses besoins car il sait combien de ces modèles circulent dans la zone, mais en plus connaît les habitudes de l'ensemble des conducteurs qui passent dans les environs. Il détermine ensuite son emplacement idéal et sait en gros quelle sera l'utilisation de cette station de recharge. De plus, il a une bonne vision de ses perspectives de développement et donc des puissances futures nécessaires. Il peut anticiper pour une bonne précision. Le second cas est une station rapide dans une zone résidentielle ou commerciale. Bien souvent, elles sont dimensionnées un peu au doigt mouillé pour répondre à des impératifs réglementaires. On installe juste ce qu'il faut pour respecter la loi. Mais il faut alors avoir le nez creux pour choisir les bonnes puissances de recharge pour rentabiliser l'investissement. Enfin, reste le troisième cas, le plus intéressant. Prenons un opérateur voulant se positionner sur la recharge rapide sur de grands trajets. Il va choisir un point stratégique permettant de drainer plusieurs clientèles. Tout d'abord les professionnels qui se déplacent beaucoup pour leur travail. Ce sera sa clientèle de base tout au long de l'année. Viendront ensuite les pros et privés locaux qui eux aussi constituent une base de rentabilité pérenne. Ensuite, il devra tenir compte des occasionnels qui ne passent qu'une ou deux fois dans l'année pour les vacances ou des voyages privés.
Il va avoir du mal à dimensionner sa recharge par rapport à un référentiel fiable. Et pour y parvenir, il devra émettre des hypothèses. Bien, on a 3 problématiques. Maintenant, comment on dimensionne les points de charge? En premier lieu, il faudra savoir de combien de puissance on va avoir besoin. Pour le savoir, il faut trouver des données ou au moins se faire une idée de la fréquentation des lieux choisis. Avec la taille du parc roulant par énergie, les données du trafic du lieu et quelques autres données comme le réseau de charge déjà existant, l'opérateur peut alors évaluer la puissance de charge dont il aura besoin en crête. Car oui, la puissance installée n'est pas déterminée par rapport à une moyenne ou par rapport à la quantité globale d'énergie qu'il veut vendre, mais bien par la puissance consommée en instantané au moment de forte affluence. Et encore, cette donnée est toute relative. Pour le cas du constructeur, c'est encore une fois simple. Il dimensionne ses stations en fonction non pas de l'affluence, mais de ses prévisions de croissance. Ainsi, à la fin de la précédente décennie, les utilisateurs de Tesla comme moi nous demandions pourquoi faire des superchargeurs aussi grands pour aussi peu de voitures. Depuis, on a compris. Aujourd'hui, on sait que Tesla avait en fait sous-évalué ses capacités. La croissance toujours rapide du réseau Tesla le démontre bien, et les taux d'occupation restent quand même très élevés. Pour l'opérateur dans une zone résidentielle, le problème ne sera pas tant le nombre de bornes, mais la puissance à installer sur chacune d'entre elles. Ne mettre que du 400 kW sur un parking de supermarché ou devant un cinéma serait juste idiot, car les clients viennent majoritairement pour consommer, et passent plus de 45 minutes à 2 heures sur place. Il y aura aussi des clients de passage, donc panacher les puissances est une bonne idée. Encore une fois, le cas le plus difficile est celui d'un opérateur ouvert à toutes les marques qui veut gagner de l'argent sur les routes à fort passage. S'il se base sur les pics de fréquentation comme en été, il va devoir faire un investissement massif pour des bornes qui ne seront rentables que dans un quart ou un tiers de l'année. Il va donc dimensionner ses équipements en vue de répondre aux besoins maximum sur un mois normal, par exemple. La station sera sous-dimensionnée pour les recharges en été, pendant les vacances, mais au moins elle sera rentable. Car oui, si vous attendez en été sur les bornes de recharge, c'est bien à cause de ça. Ça, c'est pour l'utilisation, mais d'autres facteurs sont à prendre en compte, comme le facteur de la place disponible, le dimensionnement de l'arrivée de courant dans la zone visée, et bien d'autres facteurs extérieurs qui vont aussi influencer les décisions qui président à la mise en place du point de charge. On le voit, même au début d'un projet de station de recharge, c'est déjà compliqué. Mais en fait, ça ne fait que commencer. Voyons maintenant comment déterminer le type de borne à installer. Prenons encore une fois nos exemples. Imaginez que nos 3 opérateurs ont déterminé une puissance en crête idéale. On va dire 4000 kW de façon tout à fait arbitraire, hein. Donc là c'est juste pour l'exemple. Notre premier opérateur, le constructeur type Tesla, a un gros avantage. Il peut calquer son installation sur les caractéristiques de ses voitures. Il va donc choisir des bornes chargeant à la puissance maximale de ses modèles. Ainsi, Tesla a dimensionné son réseau tout d'abord en bornes de 150 kW. Puis il est passé à la version 3 qui développe maintenant 250 kW. À ce jour, pour délivrer 4000 kW, il devra installer 16 bornes de 250 kW en crête. Pour le second opérateur, celui qui est sur un parking, 4000 kW, ça représente très probablement un pôle très important, qui est attractif pour le public. C'est une grosse zone commerciale ou un gros truc, quoi. Il a donc intérêt à mettre quelques bornes très rapides, type 400 kW. Le reste en 50, 100 ou 150 kW pour les clients restant plus longtemps. S'il installe 4 bornes 400 kW et 16 bornes 150 kW, il est alors dans les clous pour la puissance. Et en plus, s'assure que le quota de bornes sur le parking est respecté. Si ce n'est pas le cas, il peut compléter par quelques bornes 22 kW qui coûtent très peu cher. Enfin, pour le dernier opérateur, il a tout intérêt à limiter le nombre de bornes, car les emplacements sont très chers. Surtout par exemple sur autoroute. S'il met 10 bornes à 400 kW, il s'assure de pouvoir répondre à la majorité des besoins en puissance. Ses clients veulent les recharges les plus rapides possibles en général. Ils seront donc plutôt satisfaits. Tout cela nous donne, au final, le prix de chaque installation dans chaque cas. Dans le cas de Tesla, plusieurs déclarations du constructeur et des études indépendantes tombent sur un prix d'installation à la borne de 45 000 € hors taxe. C'est vraiment pas cher, hein, vous allez voir. Armoire, bornes et installation reviennent donc à 720 000 € pour 16 bornes. À cela, il faut ajouter le coût de raccordement et le poste de transformation-distribution. Selon l'opérateur Bump,
Le raccordement coûte 15 000 € et la transformation-distribution 100 000 €. Ces chiffres sont vraiment importants pour l'ordre de grandeur et pour voir comment on calcule le coût et la rentabilité. Ne prenez pas ces chiffres pour argent comptant. Donc, un superchargeur avec 16 bornes de 250 kW coûte 835 000 € à l'installation. Voyons ce qu'on a pour les autres. L'opérateur placé sur un parking aura 4 bornes 400 kW que Bump évalue à 220 000 € pièce avec l'installation. Et 16 bornes 150 kW à 100 000 € dans les mêmes conditions. En rajoutant la distribution et le raccordement, on arrive à un total de 2 595 000 €. Pour l'opérateur sur aire d'autoroute, on arrive à un total de 2 315 000 € pour son installation. Dans les trois cas, les stations peuvent délivrer 4000 kW en crête, mais elles n'ont pas du tout la même configuration ni les mêmes coûts d'installation. Voyons maintenant pourquoi d'un point de vue technique. Il existe plusieurs types de bornes de recharge et forcément on trouve des coûts totalement différents de l'une à l'autre. La borne la plus simple est la borne en courant alternatif. Elle délivre le courant du réseau, ni plus ni moins. Ce qui entre est aussi ce qui en sort et les composants des bornes sont voués à deux fonctions. Premièrement, piloter la recharge en toute sécurité. Elle communique avec le véhicule pour s'assurer du bon fonctionnement de la connexion et gère l'appel de courant en fonction de ce que peut accepter le véhicule. En second lieu, elle a une fonction de communication avec l'opérateur. En remontant les informations de charge, elle permet la facturation, mais aussi la planification de la maintenance ou l'agrégation des données pour gérer le point de charge. S'il n'est jamais utilisé, cela peut entraîner sa suppression. Et s'il est souvent en fonction, cela peut justifier l'installation d'une borne supplémentaire. Ce type de borne est assez simple et représente un coût de l'ordre de 6 000 €. De plus, vu sa puissance modeste, elle ne demande pas de disposer d'un poste de distribution à elle. Viennent ensuite les bornes à petite puissance en courant continu. Typiquement, ce sont des bornes 400 volts de 50 à 100 kW de puissance à la prise. Elles comportent exactement les mêmes éléments que la borne 22 kW dont on a parlé avant, plus autre chose. Ici, on redresse le courant dans la borne pour avoir du courant continu à 400 volts et 125 ou 250 ampères. Ces bornes coûtent entre 15 000 et 35 000 € à installer. Leurs chargeurs sont assez petits, et encore une fois, pour peu qu'elles ne soient pas trop nombreuses, ne demandent pas forcément un poste de distribution dédié. En revanche, lorsqu'on commence à parler de 150, 200 ou 250 kW, là on entre dans la cour des grands. Toujours en 400 volts en général, ces bornes pompent une puissance non négligeable, et les lignes d'acheminement de courant deviennent plus grosses, donc plus chères. On parle ici d'intensité de 350 à 650 ampères, et comme les câbles sont dimensionnés en fonction justement du courant qui passe, et non de la tension, les coûts s'envolent. De plus, le nombre et la taille des chargeurs augmentent, et donc le coût de la borne elle-même aussi. Voilà pourquoi une borne de 150 kW coûte de l'ordre de 100 000 € à l'installation, et qu'une 240 kW représente un investissement de 170 000 €. Et pour ne rien gâcher, installer ce type de borne demande quasiment toujours un poste de distribution dédié, ce qui fait s'envoler les coûts. Je fais ici une pause pour vous expliquer ce qui fait les spécificités des superchargeurs Tesla. Contrairement aux autres types de bornes, le constructeur américain a eu la bonne idée de standardiser ses installations au maximum, et en particulier au niveau des chargeurs ou redresseurs de courant présents dans les armoires électriques. En effet, ces chargeurs sont identiques à ceux qu'on trouve dans les voitures Tesla. Il y en a juste plus pour gérer les intensités. Cela réduit drastiquement le prix des bornes grâce à la standardisation. De plus, l'architecture spécifique des superchargeurs est conçue pour réduire le coût des lignes permettant d'acheminer le courant. Chaque armoire alimente 4 bornes. Le courant allant de l'armoire à la borne est donc de 650 ampères. Pour alimenter les armoires, c'est 4 fois plus de courant qui arrive. Donc une section de câble 16 fois plus grosse. En effet, pour avoir la même résistance, lorsqu'on double le courant, on augmente la section du câble au carré de cette valeur. Voyons maintenant le cas des bornes 800 volts. Elles ont aussi tout ce qu'on trouve dans les autres bornes de recharge rapide à courant continu, à savoir les modules de communication et les redresseurs de courant. Mais elles ont un truc en plus, un convertisseur DC-DC. C'est un système qui va permettre de passer du courant 400 volts en 800 volts sans avoir à le reconvertir en alternatif pour le faire passer dans un transformateur. Après plusieurs recherches sur le fonctionnement des bornes, cette solution semble être la plus utilisée, mais il en existe d'autres techniquement possibles.
Voyons maintenant comment elle fonctionne. Le courant redressé en 400 volts passe dans un booster qui remonte à 800 volts. Cette pièce en plus n'est pas si coûteuse que cela et c'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont utilisées plutôt que de transformer le courant alternatif entrant dans la borne. Seulement, cette transformation n'est ni gratuite ni sans conséquence sur l'intensité du courant. Pour avoir une sortie en 800 volts et 500 ampères qui font 400 kW, il faut 400 volts et 1000 ampères avant le convertisseur. Cela signifie que même si on ignore les rendements et donc les pertes de courant, il faut les chargeurs en conséquence, et les lignes d'approvisionnement de la borne aussi. Ce n'est pas tant le convertisseur DC-DC qui est coûteux, mais tout ce que cela implique en amont en termes de puissance et intensité de courant. Si on veut monter encore plus haut en puissance par contre, convertir le courant entrant en 800 ou 1000 volts, comme dans certaines stations de recharge pour camions, devient moins cher et plus facile que d'avoir recours à un convertisseur DC-DC. Mieux encore, pour ces puissances extrêmes, des postes de transformation-distribution spéciaux délivrent directement 1000 volts, mais leur coût est prohibitif pour une station de recharge comme celle que nous voyons aujourd'hui. Au final, les 220 000 € nécessaires pour installer une borne de 400 kW s'expliquent bien, tout comme la disparité des coûts d'installation en fonction de la configuration choisie pour la station de recharge. Reste que ces coûts, il va falloir les amortir. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Pour faire fonctionner une station de recharge, il faut deux choses, de l'électricité et de l'entretien. Le prix du courant sur le marché de gros est constitué d'un prix dit spot. Il est par exemple le 4 août 2025 au tarif de 47 € par mégawattheure, soit pour 1000 kWh. La veille, il était de 30 € et il varie de jour en jour. En 2022, il est monté à des tarifs exorbitants, mais c'est retombé depuis. Prenons donc un prix moyen actuel de 35 €, soit 0,035 € par kWh. Oui, vous avez bien entendu, c'est 3 centimes et demi. Prenons le cas de Tesla qui vous le vend en moyenne à la prise à 40 centimes d'euros. La marge est énorme, voire scandaleuse. Enfin ça, c'est si on ne tient pas compte des coûts de la station de recharge. Avec une station de recharge qui s'amortit en 5 ans par exemple, on peut calculer le nombre de kilowattheures que Tesla doit vendre au minimum pour gagner de l'argent. En 5 ans, entre l'entretien et l'investissement de départ, ce sont 955 000 € qu'il faut amortir. Car oui, en fait, l'entretien d'une borne est évalué en moyenne à 1500 € par an. Avec une marge de 36,5 centimes par kilowattheure, il faut donc vendre 2 616 500 kWh en 5 ans. Si on le rapporte à la journée, il faut donc vendre 1432 kWh par jour pour rentabiliser la station. Si on considère qu'une recharge moyenne fait 50 kWh, cela signifie 30 recharges par jour, tous les jours, toute l'année. C'est une moyenne. Bon, mine de rien, c'est quand même jouable avec 16 bornes. Voyons maintenant combien vont devoir vendre les autres opérateurs s'ils pratiquent ce même prix. Pour le second opérateur, c'est plus problématique puisque son prix d'installation est juste énorme. Il doit vendre 4125 kWh par jour pour juste rentabiliser son installation, ce qui représente 82 recharges journalières. Là, ça devient nettement plus problématique. S'il voulait arriver au même type de résultat que Tesla, c'est-à-dire à vendre 1500 kWh, il devrait augmenter son prix. Mais de combien? Eh bien, en faisant le calcul, il faudrait qu'il mette le prix de vente du kilowattheure à 1,04 € par kilowattheure. Pour le troisième opérateur sur autoroute, on est dans la même problématique, mais avec une attractivité plus grande. En supposant une moyenne de recharge de 2500 kWh par jour, il devrait au moins facturer 55 centimes d'euros pour s'en sortir financièrement. Tiens, bizarre, parce que vous avez remarqué que sur les bornes de recharge rapide, on est toujours un peu dans ces tarifs-là? C'est quand même drôle qu'on retombe dessus. En fait, vous ne payez pas tant que cela l'électricité que vous mettez dans votre auto, mais bien l'installation et le fonctionnement des infrastructures qui vous permettent de recharger. Plus l'installation est coûteuse et puissante, plus vous payez cher votre kilowattheure à la borne. Et c'est logique. On pourrait comparer cela à un restaurant étoilé, qui vous vend un plat composé d'un œuf sublimé par une cuisson spéciale, et un savoir-faire d'un chef de grand talent. Vous ne payez que très peu pour l'œuf, mais bien pour toute la valeur ajoutée qui lui a été apportée avant d'arriver sur votre table. On a vu le côté comptable, le côté technique et le côté financier. Mais qu'en est-il du côté commercial?
Encore une fois, il n'y a jamais une seule solution pour aborder un problème, et le rapport tarification-fréquentation n'y fait pas exception. L'approche de Tesla est celle de la marge fixe. Pour permettre à un superchargeur de se rentabiliser, mais aussi de générer des revenus pour investir dans de nouvelles stations de recharge, le constructeur américain a fait le choix de suivre le prix spot de l'électricité. Il a choisi d'avoir une marge identique quel que soit le prix auquel il achète son courant. Les prix fluctuent souvent, mais sont toujours compétitifs car l'amortissement de l'infrastructure impacte moins Tesla que les autres opérateurs. De plus, pour faire en sorte que les stations délivrent leur plein potentiel en période de pointe, Tesla a introduit 2 facturations supplémentaires. Une pénalité si on laisse son auto branché une fois la charge finie, et une pénalité pour ceux qui chargent au-delà de 80% lorsque les stations sont sous de fortes contraintes. Avec en plus des prix cassés aux heures où les bornes sont peu utilisées, tout est fait pour que l'occupation soit maximisée et les périodes de rush plus rentables. Accessoirement, cela permet de faire tourner les autos plus vite dans les moments de stress et donc de réduire l'attente. Le nombre de bornes disponibles joue aussi en faveur d'une meilleure disponibilité et d'une expérience client plus satisfaisante. La seconde approche est celle utilisée par beaucoup d'autres opérateurs, celle du prix fixe. En mettant un prix fixe au kilowattheure, cela rend l'offre plus claire et plus lisible pour le client. Cela a toutefois un effet pervers lorsque le prix est trop élevé ou trop bas. Mettez un prix peu élevé et votre infrastructure ne sera pas amortie. Et mettez un prix trop élevé et vos stations seront désertées, donc pas rentables non plus. Votre prix devra tenir compte aussi de la localisation de votre station. Pour un opérateur sur autoroute, avoir un prix élevé se justifie par un gain de temps ou de praticité. En revanche, si vous avez placé une borne loin de l'autoroute, elle n'aura pas le succès voulu. Mais il est possible de pallier à ce souci. En instaurant un abonnement qui fait baisser le prix du kilowattheure, les utilisateurs habituels viendront chez vous pour charger régulièrement. Cela augmente le nombre de kilowattheures vendus et donc la rentabilité d'une station. Reste que cette façon de faire a ses limites car il faut un bon maillage du territoire couvert par le client qui prend un abonnement et cela demande des investissements lourds. Pour répondre à cette problématique, plusieurs opérateurs essayent de s'associer pour proposer un prix réduit avec un seul abonnement, mais sur les réseaux de plusieurs opérateurs. C'est futé et franchement bienvenu pour entretenir la concurrence. Car oui, la pluralité des réseaux est une bonne chose pour le consommateur, comme l'arrivée de multiples constructeurs sur le terrain de la voiture électrique l'a été. Sans cela, si un seul opérateur prend le dessus sur les autres, c'est la porte ouverte à des abus et à des prix plus élevés. Clairement, le réseau de superchargeurs Tesla est la cible de ces alliances, et c'est légitime car l'américain a une grosse avance dans le domaine. Au-delà du fait qu'il ne propose pour le moment que des recharges en 400 volts, le système fonctionne bien et les tarifs sont raisonnables. Ils ont aussi une longueur d'avance sur la technologie car toutes leurs installations sont conçues pour évoluer. Chaque superchargeur installé depuis 1 an et demi est déjà dimensionné pour délivrer les puissances de charge de 500 kW. Toutes les bornes V4 sont conçues pour cela, et la seule partie qui n'est pas encore aux normes 1000 volts 500 A sont les armoires contenant les chargeurs. En quelques mois, si Tesla le décidait, une part non négligeable du réseau pourrait recevoir cette évolution. Tout comme la plupart des bornes V3, car oui, elles aussi, elles peuvent délivrer du 800 volts avec 500 A ou 650 A. En effet, lorsqu'on dimensionne les conducteurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pour passer par exemple 500 A, eh bien ils peuvent être utilisés de façon relativement identique avec une tension plus élevée. Et ce sont donc 80% des bornes Tesla qui pourraient recevoir cette évolution sans modification majeure. Reste qu'au final, les recharges rapides coûtent encore cher et c'est essentiellement lié au développement du réseau. Installer plus de bornes en 400 volts pour réduire les coûts serait une bonne chose, mais sans oublier de les rendre compatibles avec une conversion aux 800 volts une fois que cette tension sera plus généralisée et que l'infrastructure en place sera déjà en grande partie amortie. Voilà qui nous promet de belles années d'évolution technique à suivre sur le plan de la recharge. Et pas que du côté des voitures. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien!